troisième vidéo de la chaîne. On parle du Brésil face à la Serbie. Et que dire de ce match? Que dire du Brésil? Que dire du beau jeu, du Joga Bonito? Que dire de cette sélection qui peut-être nous donne un moment où on peut finalement y croire à cette 6e étoile. Ouais, je sais que les gens vont me dire en commentaire comment tu peux supporter l'Allemagne, le Brésil et le Portugal. Sachez que quand on supporte une équipe, on ne supporte pas l'équipe parce que l'équipe gagne, on supporte l'équipe pour les prestations qu'elle nous donne au cours des années. Moi, mon premier match de foot, ça a été un Bayer Leverkusen Real Madrid en 2002 où je vois Zidane me faire une reprise du volley, où je suis devenu fan tout de suite du Real Madrid. Avec le temps, j'ai aimé le Brésil parce que j'ai vu le Brésil gagner une Coupe du Monde tout de suite après. Et j'ai aimé l'Allemagne. Mon idole à l'époque, c'était Oliver Kahn, mais j'étais même pas, je savais même pas encore jouer au ballon, que j'aimais déjà Oliver Kahn. Mais j'ai vu Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho. Et aujourd'hui, franchement, le Brésil nous a donné un match. J'ai vu un trio, Vinicius, Neymar, un quatuor, je préfère dire, Vinicius, Neymar, Richarlison, Rafinha, qui m'ont... Voilà, l'émotion, elle est là. J'ai même eu la petite larme au moment du but de Richarlison parce que c'était trop beau. Un Brésil, maître du jeu, on va pas se mentir, mais avant de parler du match, revenons rapidement sur les derniers résultats du Brésil juste avant la Coupe du Monde. Les 7 derniers matchs, regardez-moi ça, mais c'est beau, c'est beau. Le Brésil, sur 7 matchs, n'encaisse que 2 buts. Mais franchement, tu en mets 4 au Paraguay, 4 au Chili, 4 à la Bolivie, 5 à la Corée du Sud, 1 au Japon, 3 au Ghana, 5 en Tunisie. Donc, comment expliquer que franchement là, on a un Brésil qui démarre sa Coupe du Monde, conquérant, ils viennent gagner, ils disent on est favori. Mais on sait tous que le Brésil ne remporte pas une Coupe du Monde quand ils sont favoris. Donc maintenant, restons positifs et que voilà, on espère qu'ils iront le plus loin possible. Donc revenons un petit peu sur la composition de départ du Brésil. On voit un dispositif en 4-2-3-1. Pardon. On voit un dispositif en 4-2-3-1 avec une doublette Casemiro-Paqueta. En fait, moi, personnellement, de base, je ne supporte pas le fait que Paqueta soit aussi bas. Et on ne sait pas utiliser Paqueta. Bon, moi, je ne suis pas coach, mais Paqueta, pour moi, il est trop offensif pour jouer si bas. Mais je sais qu'en fait, le vrai dispositif, c'est un 4-3-3. Parce que Neymar n'était vraiment pas un numéro 10 et que Paqueta était très collé à Neymar et que Rafinha et Vinicius jouaient vraiment plus haut. Donc, pour moi, c'était vraiment un 4-3-3. Bon, mais sur le papier, quand on met Paqueta 6 à côté de Casemiro, ça fait tâche. Parce que Paqueta n'est pas un 6 de base. Paqueta, c'est vraiment ce qu'on appelle un 8. Quoi. Le 8, c'est-à-dire le 8 par excellence, c'est le joueur qui fait la liaison entre le 6 et le 10, c'est-à-dire Casemiro et Neymar. Et là, on a un Paqueta qui était vraiment dans l'optique de garder le ballon. À chaque fois, il essayait de garder et lancer le plus vite les ailiers, tandis que Neymar, c'est parce que Neymar était vraiment pris littéralement dans un pentagone de Serbes. Il y avait vraiment 5 joueurs serbes qui l'encerclaient, Milinkovic Savic, même Mitrovic, vraiment tout le monde était au manquage, Lukic, tout le monde était au manquage sur Neymar et ça a causé ce que ça devait causer. Mais voilà. Donc, un Brésil bien solide défensivement. Sandro Danilo, la période de la Juventus qu'on connaît tous, ils sont intouchables là-bas, ne sont pas très performants là-bas, mais aujourd'hui, ils nous ont donné un beau match. Danilo qui sort sur blessure aussi, bon, qui est blessé à la fin du match. Thiago Silva, Marquinhos, charnière du Paris Saint-Germain, ancienne charnière du Paris Saint-Germain, se connaissent très bien. Je pense que c'est un choix très intelligent de Tite d'avoir aligné l'ancienne charnière du PSG. Voilà, il mérite amplement d'être là dans ce système-là. Et Alisson, pour moi, qui est beaucoup plus le gardien que Ederson, parce qu'Alisson a le jeu, voilà, elle est main solide, à la différence d'Ederson. Et sur la Serbie, un petit peu déçu de la Serbie qui me met un type de 3-4-3 que je comprends pas trop et qui laisse sur le banc un gars comme Vlahovic.
Il n'y a pas de problème, je peux comprendre le fait que on veuille chercher une assise défensive, mais me mettre Mitrovic devant, Tadic sur le côté et Milinkovic-Savic, le métronome de la Lazio de Rome, sur un côté. J'ai pas trop compris, moi. J'ai pas trop compris. J'essaie de comprendre, mais j'ai pas trop compris le système, en fait. De mettre Milinkovic-Savic, au fait, qui ne jouait pas sur le côté, vraiment. Et c'est pour ça que je dis les 5 là, parce que Milinkovic-Savic redescendait très bas. Et il y avait Mladenovic, Zivkovic, Lukic et Gudelj. Les 5 étaient sur Neymar. Et ça a libéré de l'espace pour Paqueta. Parce que dès que Paqueta récupérait la balle, Paqueta était tellement proche de Neymar que Mladenovic allait tout de suite au pressing. Et que Paqueta essayait de sortir sur le pressing. Et dès qu'il trouvait Neymar, les 5 fermaient Neymar sur chaque action. C'était compliqué. Et aussi, il y avait le jeune Pavlovic, 21 ans, premier match à la Coupe du Monde. Et Milinkovic-Savic, le gardien, le grand frère de Sergei Milinkovic-Savic, le joueur de la Lazio. Et franchement, on a eu une équipe assez défensive, très solide, très dure à jouer. Ça se sentait qu'ils étaient là. Ils voulaient faire quelque chose, mais il n'y avait pas de construction de jeu. C'était vraiment une équipe qui essayait de lancer vite, d'essayer de trouver sur 2-3 touches. Il n'y avait pas vraiment Tandis qu'on connaît tous la Serbie avec Kostic, avec Jovic, avec Mitrovic et comment ça s'appelle lui? Je vais dire Vlahovic. Il y avait possibilité d'aligner une bien meilleure équipe. Radonjic aussi, ancien joueur de l'OM que j'aime bien. Un ancien joueur de mon équipe, l'Olympique de Marseille, que j'aime bien, qui a passé par le Portugal, qui connaît le beau jeu aussi, qui est très technique et qui joue en Allemagne, si je ne me trompe pas. Donc, il y avait possibilité de vraiment aligner une bien meilleure équipe, mais je pense qu'ils sont venus jouer le match nul. Ils essayaient genre un match nul, mais s'il y a moyen, on va marquer un but. Parce que on voit, c'est une équipe, je pense qu'ils ont eu leur premier corner du match en deuxième période. Et c'est sur les corners vraiment qu'ils ont essayé de mettre un petit peu de danger. Et avec les faux pieds aussi, quand ils sont montés avec Radonjic oh, j'oublie toujours son nom, Vlahovic, pardon. Pardon. Donc il y avait ce manque-là du côté de la Serbie. Mais vraiment un match très compliqué, surtout en première mi-temps. On trouve un Vinicius qui court sur le côté gauche, il déstabilise comme il peut. Il fait comme à son habitude au Real Madrid, il vient face à face, il te mange, il te laisse derrière. Voilà. Milinkovic, il en avait marre de lui, je le sentais, à tel point que je pense que le public serbe a commencé à chahuter Vinicius, comme le public espagnol en Espagne. Afin d'essayer de jouer dans sa tête. Mais je pense que plus tu sais Vinicius, plus il devient fort et plus il prend de la vitesse, plus il veut humilier le joueur qui est en face de lui. Je pense pas que c'est une très bonne idée de siffler Vinicius. Je pense pas. Donc, il vaut mieux le laisser jouer. Et on a eu un Vinicius sur le côté gauche très enflammé. C'est lui qui est auteur de la passe sur le deuxième but. Je pense qu'on va revenir sur ce but. Et de l'autre côté, Rafinha, je n'ai pas compris ton match. Qu'est-ce que tu m'as fait? Je ne sais même pas combien d'actions en première période tu as même eu un cadeau de Milinkovic-Savic, le gardien, qui fait une relance sur Gudelj, sur lequel tu fais le pressing, tu arrives en 1 contre 1 face au gardien. Rafinha, je te connais, je t'ai suivi à Rennes, je t'ai suivi à Leeds. Maintenant, tu es chez l'ennemi, le Barça. Tu as marqué un but face au Real en Classico aux États-Unis. Superbe frappe gauche. Là, tu arrives 1-1 avec le gardien plusieurs fois. Tu peux même pas chercher le deuxième poteau. Tu tires à chaque fois sur le gardien. J'ai pas compris. Mais bon, en tout cas, premier match, peut-être qu'il y avait beaucoup de pression. Mais quand même, Rafinha, réveille-toi, on a besoin de toi. Parce que maintenant, c'est à ton tour. Donc, une première période très mitigée, très dure, comme je le disais avec une personne par la mi-temps. Un jeu serbe très compliqué, un Richarlison qu'on n'arrivait pas vraiment à trouver en première période, que certaines personnes disaient, la personne va se reconnaître, oh, il est nul, il faut le sortir. Je dis, moi je suis pour Jesus, je suis pour que Jesus soit titulaire sur Richarlison, parce que Jesus, on le connaît tous,
C'est un joueur très physique. Il va venir apporter ce que Richarlison ne peut peut-être pas apporter, c'est-à-dire le fait de dézoner, de jouer au physique et d'aller vraiment 1-1. Et à la mi-temps, c'était vraiment un match un petit peu qui nous a laissé un petit peu sur notre faim. Et en deuxième mi-temps, Neymar, il rentre, il essaie d'être explosif et c'est sur l'explosivité de Neymar qu'on retrouve je pense que c'est lui qui fait la passe, si je ne me trompe pas, sur l'action où Vinicius claque une superbe frappe que le gardien repousse et Richarlison, bien sûr, attaquant R9, Richarlison 9 R9, Ronaldo, c'est la référence, où il est vraiment position d'attaquant de numéro 9 et il finit. Et là, on est bon, on est parti 1-0. Allez, Joga Bonito, la samba, c'est tout. Là, le match commençait un petit peu à nous donner un petit peu de plaisir. Et là, le drame, Neymar qui se blesse. La blessure de Neymar. Souhaitons que cette blessure-là ne soit pas trop grave. On connaît Neymar, on connaît cette cheville qui le privatise de je ne sais combien de matchs pendant plusieurs mois. Les matchs de Ligue des Champions, on connaît, Manchester United, voilà, moi en tant que fan de United, je l'ai vu, Neymar qui n'a pas joué le match, autour au Parc des Princes, ou Lukaku, voilà, mais de Kimpembe, penalty de Rashford, émotion, larmes, comme d'habitude. Donc, Neymar, j'espère que cette blessure, c'est pas grave, mais on peut voir sur le visage des Brésiliens que il y a peut-être quelque chose de plus grave que ce qu'on espère. Mais quand même, on va pas se mentir, on a une réserve de talent. On ne joue plus qu'avec Neymar, comme en 2014, quand Zuniga lui a éclaté la colonne vertébrale. Maintenant, on a une réserve. On a Anthony, on a Rodrigo, on a Gabriel Jesus, on a Martinelli, on a Vinicius, Rafinha, Paqueta. Voilà, on a Richarlison, j'allais oublier, on a Richarlison. Franchement, on a assez de joueurs offensifs pour pouvoir un petit peu se libérer de Neymar, lui mettre moins de fardeau et peut-être responsabiliser les autres tels que Vinicius, Rafinha, leur donner un petit peu plus leur place en tant que numéro 1 parce que c'est eux le futur du Brésil. Donc je pense que c'est le moment parfait pour eux pour prendre leur responsabilité et amener le Brésil le plus loin possible. Pourquoi pas à la finale et à la victoire finale. Maintenant, espérons que cette blessure ne soit pas trop grave et que, voilà, espérons. Maintenant, revenons sur un petit peu le match du Brésil, bien sûr. Et ce but qui quand même m'a fait pleurer. C'était beau. Un fouetté de Vinicius, le contrôle orienté, reprise. Mais genre, quand j'ai vu le contrôle dans ma tête, j'ai hurlé parce que j'ai ma femme qui travaille en arrière, ma femme qui travaille à l'arrière. Et je regarde le match, le contrôle, je dis, mais tire! Et là, il me sort ce geste-là. Le geste qu'il faut, au moment où il le faut, et la manière. Et franchement, c'est trop beau. Richarlison qui me fait taire. Et je m'en excuse, franchement. Il mérite d'être titulaire. Je pense que la première période, le Brésil a vraiment mal commencé. Les Serbes étaient frais, ils jouaient vraiment très physique. Je pense qu'on n'arrivait pas à trouver les attaquants. Mais en deuxième période, ils sont plus relâchés. Voilà, on a trouvé un Brésil meilleur, un meilleur Brésil avec, et voilà, quand ils ont monté avec Anthony et Rodrigo, voilà, on a eu beaucoup de Rodrigo qui a une frappe qui passe pas trop loin de la barre. On a Alexandro qui littéralement missile sur la base du poteau. On a un Brésil vraiment qui tente à la différence des autres versions de la Seleção qu'on connaît. Tite qui a dit que c'est son équipe, il a construit l'équipe comme il veut et que l'équipe n'est pas dépendante de Neymar. Donc espérons que si Neymar ne soit pas disponible pour les prochains matchs, que le Brésil arrive à arriver le plus loin possible pour les prochains matchs. Le prochain match du Brésil, ce sera face au Cameroun, je pense, oui, face au Cameroun.
Donc, on aura un Brésil, je pense que le Cameroun va essayer de jouer, va essayer de tout mettre dans la balance pour essayer de gagner. La Serbie face à la Suisse, ça va pas être un match facile. Ça va pas être un match facile. Les deux se connaissent très très bien par rapport à la Ligue des Nations. Et donc, moi, je pense que ce sera un match assez compliqué pour le Brésil, surtout que les Camerounais sont très physiques. Et je pense pas qu'il. Robertson, on le connaît tous avec ses citations, la théorie du danger. Ben là, ils sont en danger et ils vont essayer de gagner. Ils vont tout faire pour gagner. Donc, j'espère que les Camerounais ne vont pas trop faire mal aux Brésiliens et qu'on pourra gagner, se qualifier dès le deuxième match pour aller jouer face à la Suisse un petit peu plus tranquille, vraiment avec l'esprit reposé, qu'on soit qualifié, etc. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. On reviendra sur certains joueurs, on reviendra sur certaines statistiques, on reviendra sur certaines choses durant les matchs et à la prochaine. À la prochaine. La prochaine vidéo sur la chaîne, ce sera le résumé de la première journée. On parlera d'autres équipes telles que le Mexique, les États-Unis, l'Argentine. On reviendra sur tout ce qui les fait marquant de cette première journée. L'Arabie Saoudite, qui pour moi, c'est pas une surprise, mais pour beaucoup de gens, c'est une surprise. Donc on reviendra très vite dessus et franchement, super Coupe du Monde, une journée exceptionnelle. Et je vous laisse avec l'image des deux héros de la journée. Voilà, Richarlison et Cristiano Ronaldo qui qui m'ont fait vivre une journée exceptionnelle. Et franchement, messieurs, merci beaucoup. Et tous les fans de foot vous saluent et on vous tire notre chapeau. Et à la prochaine. Ciao.